que après beaucoup de temps, je sais que c'est un peu répétitif et on le dit souvent, mais après beaucoup de temps à l'écran, ça fait quand même plaisir de se voir en personne et de serrer des mains et de boire un verre tout à l'heure, je l'espère, ensemble. Je ne veux pas être très long parce que je pense que nos brillantes panélistes, l'une représentant Autodesk et l'autre représentant Google, et tout ça sous la conduite de Mathieu, vont nous dire des choses extrêmement intéressantes sur cette thématique. Néanmoins, ce que je veux vous dire, c'est trois choses. La première, la climate tech en général, c'est une obligation existentielle. Euh, Derrière les engagements de Paris, de la COP21 de 2015, de l'objectif de limiter à si possible 1,5% la hausse de la température de la planète, des objectifs, on s'est fixé ces objectifs. Je vous les rappelle, neutralité carbone en 2050, baisse pour l'Union européenne du moins, baisse de 55% de nos émissions d'ici 2030, et on voit bien le caractère impérieux de ces objectifs et de la mise en œuvre de ces objectifs avec quelque chose qui est passé relativement inaperçu malheureusement dans la période actuelle. Tout le monde a les yeux rivés vers l'Ukraine, la Russie, et donc cette situation dramatique que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Et là encore, je pourrais en parler sans fin parce que c'est vraiment un moment clé de notre histoire, je pense. Mais tout ça a masqué un autre sujet qui est la publication du rapport du GIEC, du dernier rapport du GIEC, qui a été rendu public, je crois, le 28 février, et qui vient rappeler l'urgence de travailler sur les questions climatiques. On est déjà à 1,1% de réchauffement, alors qu'on essayait de limiter à 1,5%, donc on est plutôt mal parti. On aura d'ici 2050 1 milliard de personnes qui seront, je veux dire 1 milliard de personnes qui seront victimes de la montée des océans, 15% des espèces que nous connaissons qui seront au moins menacées, sinon éradiquées. Et puis, eh bien, ici dans la baie de San Francisco, en Californie, on voit le changement climatique de façon accélérée. Le gouverneur le dit, "This is America fast forward, this is probably the world fast forward." Les incendies, la sécheresse, la pollution, voilà, tout ça, on y a droit ici au cœur de la tech à San Francisco et dans la Silicon Valley. Donc je crois que ce caractère d'obligation existentielle de travailler sur les sujets climatiques, ils sont évidents. Et puis je disais le sujet géostratégique, lui aussi vient nous rappeler à quel point la dépendance pour la production énergétique que nous impose notre consommation de pétrole, de gaz, notre dépendance à la Russie, elle vient aussi nous rappeler que, eh bien, un virage vers des sources d'énergie propres et non des énergies fossiles serait, sur le plan géostratégique, évidemment d'importance considérable. La France ne dépend que de 10% du pétrole russe et de 10% à 15% du gaz russe, mais chez nos amis des pays de l'Est, la République tchèque, les pays baltes, l'Allemagne, pour une large partie, eh bien, on est tributaire à 100% du gaz russe, du pétrole russe. Moins pour l'Allemagne, mais c'est quand même des montants considérables. Donc là aussi, l'impératif géostratégique vient nous rappeler l'importance de passer à des énergies propres plutôt que des énergies fossiles. Ça, c'était mon premier point, obligation existentielle. Deuxième point, opportunité économique. J'enfonce un petit peu des portes ouvertes, vous le savez, vous ne le savez que trop bien, mais la France a fixé à ses partenaires européens, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, vous savez que on assume donc je dirais la présidence du club des ministres qui se réunissent à Bruxelles chaque jour sur différents sujets. Ça se retranscrit d'ailleurs ici aussi, puisque je préside le club des consuls européens ici. Je le dis dans des termes un peu triviaux, mais c'est comme ça que ça se matérialise. Et une des priorités que nous nous fixons, bien sûr, c'est la priorité que le président de la République a fixée dans les priorités de la présidence française. C'est un nouveau modèle de croissance qui inclut évidemment l'impératif énergétique et climatique. Et ça a pris la forme en France d'un plan de relance post-Covid qui se concentre sur ces enjeux climatiques, d'un agenda 2030, vous le savez, qui met l'accent sur des énergies propres, des énergies renouvelables. Et derrière ces objectifs, et d'ailleurs aux États-Unis ça prend une forme similaire avec le Green Deal, mais derrière ces objectifs et ces plans, il y a des opportunités considérables de création d'emplois, d'innovation,
Et donc, au-delà de la contrainte et de l'obligation, c'est une opportunité. Ça se matérialise aujourd'hui par des initiatives concrètes, la législation sur l'économie circulaire en France, les objectifs qui ont été fixés sur le plastique au niveau mondial. On a parlé des océans et du plastique très récemment. Le plan nucléaire, bien sûr. Alors c'est un débat. Est-ce que s'agit-il vraiment d'une énergie propre? Je fais beaucoup d'événements avec mon camarade allemand. Je doute qu'ils souscrivent entièrement à cette définition d'énergie propre. Néanmoins, on le voit aujourd'hui. Je pense qu'on est plutôt content d'avoir une source d'énergie nucléaire qui nous donne une autonomie énergétique en France aujourd'hui. Et c'est assumé désormais. Nous construirons de nouvelles centrales, nous prolongerons l'existence de celles qui fonctionnent encore. Ça n'est pas la panacée. Le déchet nucléaire reste une source évidemment de complications, mais en attendant, ça reste une énergie propre dans la consommation, je dirais, en tout cas qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc opportunité économique à beaucoup de niveaux, puisque eh bien, ce projet de centrale nucléaire va redynamiser toute une filière nucléaire en France, qui ne manque pas d'ailleurs d'intéresser nos partenaires américains industriels dans ce domaine. Et enfin, c'est mon troisième point, c'est aussi un domaine, le domaine de la tech climatique, où il existe une expertise française. D'abord parce qu'on veut voir en France une expertise sur ce sujet. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de VC ici qui nous disent que la France essaye d'embrasser trop de thématiques dans la tech. On est spécialiste de cybersécurité, on est spécialiste de sujets alimentaires, de biotech, de tout. Mais en réalité, c'est un des échos que j'ai pu entendre ici, et je suis sûr que d'autres opinions peuvent s'entendre. Mais ce que j'ai entendu, c'est que la France gagnerait à se spécialiser sur certains domaines. Et très certainement, voilà, la tech climatique fait partie de ces sujets-là. Nous avons une légitimité sur ce sujet. Ça a été impulsé, je dirais, depuis de nombreuses années. C'est à la COP21, celle qui a fixé les objectifs de limitation du réchauffement climatique. Eh bien, elle a eu lieu en 2015 à Paris. Voilà, nous avons une expertise reconnue sur ce sujet qui justifie que finalement on approfondisse, en tout cas une perspective. Donc si nous on n'adopte pas cette posture, en tout cas elle nous est plaquée bien souvent et c'est vraisemblablement une bonne chose. Ça se traduit pour la French Tech par ce groupe qui a été nommé la Green Tech 20, avec les 20 startups les plus prometteuses dans le domaine dans le domaine Green Tech. Donc c'est, je pense, un atout qu'on doit cultiver, renforcer, et ça peut encore une fois prendre beaucoup de formes dans les transports, dans l'alimentation. Il y a beaucoup de Voilà, ça peut prendre beaucoup de formes. Alors, vous allez me dire, j'embrasse beaucoup de sujets alors que le spectre de la discussion de ce soir est plus réduit. On parle de la décarbonation et décarbonisation, pardon. Mais je voulais quand même inscrire ce sujet dans la perspective plus générale de l'importance de travailler sur la tech climatique, des opportunités que ça représente, et enfin de l'expertise que nous pouvons porter collectivement sur ces sujets. En France, mais aussi à l'échelle globale et ici dans la baie. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous laisse tous les trois prendre place pour commencer ce panel et donc évoquer ce sujet de la décarbonisation dans vos entreprises, puisque vous ne représentez pas, vous représentez l'expertise française, mais dans des grands groupes, donc respectivement Google et Autodesk. Merci beaucoup. Et bonjour à tous, donc ravi d'être ici ce soir et merci le consul de nous accueillir. Peut-être avant de me présenter, je remercie de nouveau Sophie Rougerie. Donc pour ceux qui ne savent pas, la mission de la French Tech à San Francisco, c'est accompagner avant tout les startups françaises à s'implanter et à réussir dans la Silicon Valley. Ça fait aussi partie de promouvoir la marque France et les valeurs des talents français. Voilà, Erwan fait partie du board, donc merci d'être présent ici ce soir. Et puis Anne Kaya, donc, qui est responsable du Business Club de French Founders dans la Bay Area. C'est le réseau business qui réunit les entrepreneurs et décideurs francophones partout dans le monde. Donc les chapitres, notamment aux États-Unis, je dirais les gros, c'est San Francisco, New York, historiquement, et d'autres à LA et dessus. Pour me présenter rapidement, et puis après je présenterai le panel. Donc Mathieu Soulet, je suis le directeur du lab d'innovation du groupe BNP Paribas ici
à San Francisco, donc ravi d'être parmi vous. À deux titres, BNP Paribas, donc une des plus grosses banques européennes, est très impliquée dans les sujets climat, et aussi en fait on fait de l'investissement en climate tech. Je suis techniquement un venture partner en fait pour le fonds Climate Tech qu'on a en Europe. Donc on investit dans des séries A B en fait aux États-Unis depuis 5-6 ans. C'était suite à la COP 21, on a fait un premier fonds de 100 millions d'euros. Maintenant c'est un fonds de 150 millions d'euros dessus. Donc il y a 2 tiers en Europe, 1 tiers aux États-Unis. Et donc j'ai le plaisir ce soir en fait de vous introduire 2 formidables panélistes. Peut-être avant d'introduire les panélistes, je ferai juste un chiffre. Donc c'est vrai que souvent sur la partie climat et carbone, enfin on a un côté voilà, le temps est compté, il y a beaucoup de sujets. Il y a un sujet quand même d'ici qui est assez aussi d'opportunités business. En termes juste de chiffres, un chiffre pour vous donner des grandeurs, c'est 53 milliards de dollars. Ça a été investi par des venture capitalistes et des private equity dans le monde entier. Beaucoup dans le monde du transport, pensez aux batteries, aux futurs Tesla et autres. Mais donc ça représente des sommes assez importantes et significatives, même dans la Silicon Valley. Et je dirais, on parle beaucoup de Web3 et de métaverse, c'est important et ça existe aussi, mais sans doute dans l'industrie du VC aujourd'hui, le sujet climat sous ses différentes formes dessus. Voilà, donc c'est pour une rapide introduction. Alors j'ai le plaisir donc, d'avoir dans l'ordre Maud Tessier à droite, qui est responsable donc, du développement de l'énergie chez Google en fait, sur la partie data center. Dessus, je laisserai Maud se présenter après plus en détail. Et puis j'ai Zoé Bespalko, excuse-moi, qui est manager de la stratégie de développement durable au sein d'Autodesk. Alors pour le format du panel, donc on aura 1 heure ensemble, on va faire 45 minutes tous les 3 et on aura 15 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions à les garder pour la fin, on aura le temps dessus. Comme vous le savez, lors du programme, donc on aura 1 heure de panel, après il y aura, je crois, un cocktail ou quelque chose à boire après pour échanger autour d'un verre. Donc l'objectif, c'est voilà, de vous rendre cela à la fois utile et agréable pour ce soir. Alors peut-être pour commencer, peut-être la première question, donc peut-être Maud, si tu veux commencer, présenter rapidement ton parcours et qu'est-ce que tu fais et ton lien, excuse-moi, avec les sujets climate tech. Oui, avec plaisir. Ça marche bien. C'est bon, merci. Bonsoir à tous. Enchantée. Je suis à San Francisco depuis 10 ans. On a échangé un peu sur nos parcours avec Zoé. On a beaucoup de similarités. Je suis arrivée à San Francisco depuis le domaine de l'énergie, qui c'était un peu ma spécialité. Et donc vraiment, le climate tech, pour moi, c'est beaucoup plus la décarbonisation de l'électricité et de l'énergie, qui représente 72% de nos émissions globales. Donc c'est quand même une grosse portion. Je suis arrivée ici par EDF, d'ailleurs. Donc, beaucoup appris à travers l'expertise technologique et ensuite rester dans la baie sur plutôt le côté start-up et nouvelles technologies dans l'énergie. Donc d'abord le solaire et ensuite chez Tesla dans les batteries, dans l'application en fait du stockage stationnaire. Donc vraiment application de grosses batteries pour le réseau électrique. Et je suis maintenant à Google depuis quasiment 3 ans. J'ai rejoint notre pôle Data Center pour s'occuper en fait de tous les nouveaux programmes d'électricité verte de nos data centers et je pourrais en expliquer un petit peu plus. Mais juste pour mettre dans le contexte, le data center en fait est vraiment la majorité des opérations de Google. Donc quand on regarde l'empreinte carbone de Google, ça revient très rapidement à nos data centers et surtout à la consommation électrique de nos serveurs puisque c'est là-dessus que Internet et tous nos produits tournent. Et donc juste un point de référence, c'est que l'année dernière, on avait à peu près 15 TWh d'électricité en consommation et c'est 2 fois la consommation électrique de San Francisco. On est répartis sur 21 régions dans le monde, donc 21 marchés électriques. Donc on est un peu une petite utilities distribuée. Voilà. Merci. Donc moi c'est Zoé, parler de mon parcours. Moi j'ai fait mes études en France, ingénierie environnementale, et je me suis spécialisée en analyse de cycle de vie, donc comment faire des empreintes carbone, calculer les empreintes carbone des produits et des procédés. Et très rapidement j'ai commencé à travailler avec des designers, et ça m'a passionnée comme domaine. Et donc j'ai travaillé avec des designers à les aider à implémenter des méthodologies de ce qu'on appelle éco-design, donc réduire l'impact environnemental des produits aux phases au début du développement des produits, et travailler aussi avec des manufactureurs, enfin des fabricants, surtout en Asie du Sud-Est, pour les aider aussi à réduire l'impact environnemental de leurs procédés. Et du coup, le design, ça m'a passionnée. Je suis venue à San Francisco faire un MBA en design et continuer dans cette voie-là. Et puis, je sais que moi, j'ai toujours été un petit peu...
j'ai toujours eu envie d'avoir le plus gros impact possible au niveau environnemental. C'est vraiment ça qui me passionne. Et du coup, c'est un peu pour ça que je suis arrivée chez Autodesk. Juste pour ceux qui ne connaissent pas Autodesk, on est une entreprise qui font des softwares pour ce qu'on appelle les innovateurs dans le monde, mais c'est surtout pour les designers, les ingénieurs dans des grandes industries, surtout sur l'industrie architecture, ingénierie et construction, où on est leader avec des produits comme AutoCAD ou Revit, vous avez peut-être déjà entendu parler. Et puis aussi sur la partie fabrication de produits et fabrication traditionnelle au niveau automotive, au niveau machine industrielle. On fait beaucoup de différents marchés, c'est surtout sur ces industries sur lesquelles je travaille. Et donc j'ai eu envie de travailler pour une entreprise qui travaille avec tous ces domaines-là qui aujourd'hui ont un impact environnemental énorme, que ce soit le bâtiment, c'est 40% des émissions aujourd'hui, le juste manufacturing, c'est presque 20% des émissions globales. Et donc si nos logiciels permettent un tout petit peu d'aider nos utilisateurs qui designent des infrastructures, des immeubles, des voitures, et à faire ça plus propre, et moi je pensais que c'était là où je pouvais avoir le plus gros impact. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée chez Autodesk, et aujourd'hui je gère la stratégie développement durable, surtout sur la partie justement design et manufacturing. Donc comment on peut développer nos outils pour aider nos utilisateurs à designer plus propre et à fabriquer plus propre. Et pour compléter moi-même, donc ça fait plus de 12 ans que je travaille pour le groupe BNP Paribas, donc j'ai fait stage VIE à San Francisco 2008-2010, donc on s'est croisé avec certains à cette époque-là, et je suis revenu en 2015 en fait pour m'occuper plutôt de la partie conseil externe. Donc on travaille en fait pour des grands clients CAC 40 européens sur identifier des startups sur le marché américain, et en fait assez naturellement sur la partie climate tech, quand vous travaillez pour des clients dans le monde automobile, le pétrole, quand vous travaillez dans le retail, en fait de plus en plus depuis 2-3 ans, ces clients sont en train de regarder de plus en plus comment eux-mêmes réduire leur empreinte carbone, trouver des nouvelles opportunités de business. Pensez à tous les pétroliers, pour les citer, Total, BP, Shell, qui cherchent tous aujourd'hui à faire de la recharge électrique, des nouveaux business dessus. Et donc il y a un shift en fait naturel qui historiquement, et je rejoins Frédéric sur ce qui a été dit avant sur la partie française mais aussi européenne. Les Européens étaient historiquement un peu plus en avance de phase sur la prise de conscience à la fois politique, peut-être aussi des opinions publiques, et aussi côté entreprise, ça a un lien fort, et donc on avait un certain sens là-dessus qu'on a observé. Et pour finir, pour compléter ça, et ça nous expliquera la présence aussi de BNP Paribas, il ne faut pas oublier que la banque, c'est un peu comme des électriciens et autres, on finance l'économie réelle. Donc quand vous avez vos plus gros clients qui sont des Total, des Orange, des EDF, etc., votre empreinte carbone à vous, votre scope 3, on en parlera tout à l'heure, ce que ça veut dire exactement, mais l'empreinte carbone d'une banque, c'est finalement ce qui on finance, qui sont nos clients, et donc on a fortement intérêt en fait à ce que nos clients accélèrent leur propre transition écologique, parce que c'est in fine ce que la banque après a dans ses propres bilans, et qui va être quand même impacté de plus en plus par la régulation. Pensez juste, la banque finalement c'est un enabler comme des fournisseurs d'énergie, etc. Mais en fait c'est un levier très fort historiquement pour inciter finalement des industriels à changer de méthodologie. Alors peut-être pour compléter sur le sujet climat, donc on a différentes terminologies, on parle de climate tech, peut-être qu'est-ce que pour vous la climate tech, qu'est-ce qu'on met derrière, et peut-être pour anticiper un petit peu sur ce qu'on va expliquer après, si tu veux, moi de commencer par exemple sur la partie ce que le scope 1, 2, 3, enfin qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est la décarbonisation. Donc, allez, je te laisse le micro. Ok, alors 45 minutes. Oui, alors la climate tech a pris un rebond, franchement, je pense, sur les 3 dernières années. Quand on était, il y a 10 ans, on était dans le Clean Tech 1.0, qui a eu un grand essor et puis qui s'est rapidement essoufflé. Et à ce moment-là, je pense qu'on avait un modèle de VC classique qui a vu les enjeux en fait, climatiques et donc les opportunités de business. Mais d'un autre côté, c'est un modèle assez différent parce que les VC à l'époque sortaient de tout ce qui était web, etc. Donc beaucoup plus software et low capex en termes de modèles. Et donc beaucoup de VC traditionnels se sont lancés dans ces startups et se sont rendus compte que c'était beaucoup plus en fait du hardware. Et donc beaucoup plus d'investissement, je vais faire beaucoup de franglais, upfront, mais construire les usines, construire les infrastructures, etc. Et donc c'est un modèle qui s'est essoufflé. Et d'un côté, je pense que de voir un petit peu toute l'énergie qui se met autour du climate change, la mobilisation autour des rapports du GIEC qui jusqu'à là passaient assez
assez inconnu, a vraiment donné un renouveau sur les 3 dernières années. Effectivement, tu as mentionné les billions de dollars maintenant, et il y a beaucoup de VC, de corporate VCs, etc., qui sont dans l'arène. Je sais qu'en Europe, il y a des nouveaux fonds d'un point de vue du milliard en fait, qui sont en train de se former. Je pense que pour moi, le gros challenge sur le climate tech, ça va venir aussi de l'infrastructure, parce qu'encore une fois, beaucoup de solutions en fait climate tech vont représenter ou vont devoir être liées à un changement de l'écosystème. Donc on peut parler beaucoup, par exemple, moi de l'énergie, je vais vous parler de l'hydrogène ou des batteries, etc. Ça requiert la mise en place de supply chain, de pouvoir, d'un point de vue matériaux, d'un point de vue construction, etc. Et donc ça va vraiment être comment est-ce qu'on construit l'infrastructure à ce niveau-là, et vraiment aller au-delà en fait des modèles d'investissement de VC, de financement des startups, et vraiment d'investissement dans ce qu'on appelle l'infrastructure et le project financing. D'un point de vue carbon accounting, donc peut-être juste pour ramener ça dans le contexte des entreprises et du rôle des entreprises dans la décarbonisation. Donc nous, on regarde notre empreinte carbone d'un point de vue carbon accounting. Donc vous pouvez par exemple vous référencer au Greenhouse Gas Protocol. C'est un petit peu la bible de l'accounting du carbone, avec toutes les règles de calcul. Et donc le Greenhouse Gas Protocol va définir 3 tiers en fait pour votre empreinte carbone. Le premier tiers, c'est le scope 1, et donc c'est toutes les émissions qui sont générées sur votre site. Donc imaginez qu'en tant qu'entreprise, votre entreprise est une maison. Et donc les émissions que vous allez générer sur place, ça va être par exemple votre four. Il va y avoir des émissions générées lorsque vous allez faire de la combustion, ou le barbecue, des choses comme ça. Donc nous, pour les data centers, ça va être quand on va avoir ce qu'on appelle tout ce qui est générateur sur site. Par exemple, quand on a plus d'électricité, on va démarrer nos générateurs, donc ça va être ce genre d'émissions. Le scope 2, ça va être ce qu'on appelle les émissions qui ne sont pas générées sur place, mais qui sont liées à l'énergie que l'on achète. Et donc pour nous, ça va être l'électricité. Et donc c'est pour ça qu'une grosse partie en fait de notre empreinte carbone, c'est le scope 2, parce que ça vient de l'électricité en fait qu'on consomme. Et donc en fonction de la localisation du data center, l'électricité va être plus ou moins verte. Par exemple, on est en Finlande, beaucoup d'éoliens, beaucoup d'hydroélectricité. Donc c'est une électricité qui a une empreinte carbone assez basse. On va regarder Alabama ou Tennessee, bon ben là on ne tourne que sur du charbon par exemple. Donc c'est vraiment une empreinte différente. Et ensuite, scope 3, donc c'est un petit peu toute la value chain en fait, de votre impact en tant qu'entreprise. Et donc d'un côté, il y a tout ce qui est les matériaux, comment vous construisez vos produits. Donc nous, comment est-ce qu'on construit les data centers. Donc d'un côté, il y a tout ce qui est serveur, que l'on va généralement manufacturer en Asie, comme la plupart de la supply chain. Ensuite, amener ces serveurs sur nos sites. Et ensuite, il y a construire le bâtiment autour de ça. Donc l'empreinte carbone, du béton, de l'acier, des engins de construction qui arrivent sur le chantier, etc. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'empreinte downstream. Et donc, c'est l'utilisation de nos produits et de nos services par nos clients. Donc, par exemple, à chaque fois que vous allez utiliser votre téléphone Google, c'est-à-dire le téléphone Google, ou que vous allez regarder une vidéo YouTube, cette empreinte carbone va aller en fait dans notre scope 3. Et donc, c'est pour ça que le scope 1 et le scope 2 sont très définis en périmètre. Le scope 3, c'est quasiment infini finalement, quand on regarde un petit peu l'accounting. Et donc, c'est un des gros challenges en fait, de toutes ces entreprises qui mettent des objectifs net zéro. C'est comment est-ce que l'on définit les périmètres, et aussi comment est-ce qu'on définit les périmètres de façon à ce qu'ils soient actionnables en fait, par une entreprise. Et donc, on fait pas mal de travail là-dessus, puisque bien sûr, lorsqu'on regarde là, par exemple la supply chain, encore une fois, la plupart de l'empreinte carbone d'une supply chain va venir de l'énergie qui est consommée finalement pour fabriquer les composants. Et donc on voit en fait beaucoup de patterns qui sont pour nous assez récurrents depuis 10 ans maintenant sur les data centers en termes d'électricité verte, qu'on peut amener en fait à nos suppliers pour les aider à répliquer les mêmes programmes. C'était déjà bien. Peut-être juste décarbonisation, puisque même quand on a préparé pour ce panel, on a eu un petit débat aussi. Et bon, en ce moment, il y a quand même un gros sujet qui s'appelle carbon removal. Et en fait, c'est juste une partie du sujet de la décarbonisation. Alors, on a parlé des objectifs vers 2050 d'être net zéro. Juste pour remettre les choses en contexte, ça veut quand même dire de réduire, si on veut même juste se donner 50% de chance d'atteindre cet objectif, il faut réduire de 50% nos émissions jusqu'à 2030.
donc ça nous laisse moins de 10 ans, et il y a quand même des infrastructures qui sont déjà construites, qui marchent aujourd'hui et qu'on ne va pas arrêter demain. Donc en vrai, on n'a pas 10 ans, on n'a pas non plus 30 ans, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut attaquer ce sujet de la décarbonisation. Et donc la partie vraiment capture de carbone, c'est une des innovations dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'on va en avoir besoin, parce que les autres parties qu'on attaque vraiment, c'est l'efficacité et le carbone. Donc ça peut se faire sur l'efficacité énergétique, où effectivement aujourd'hui c'est quand même le milieu où il y a le plus à faire. Mais moi par exemple je travaille avec des puces industrielles où on parle d'efficacité carbone au niveau du produit, de l'impact, de l'empreinte d'un produit même, et donc comment on choisit des matériaux qui sont plus propres, comment on réduit l'impact énergétique de la fabrication de ces produits, etc. Et donc en général, moi je te racontais ça aujourd'hui, mais il faut voir ça de cette façon-là. Il va avoir un besoin, si on veut vraiment arriver à un net zéro, il va avoir besoin d'efficacité, il va avoir besoin de sobriété, et il va avoir besoin d'innovation. Et donc voilà, c'est juste une façon de voir les choses aussi. Et pour compléter, donc ce qu'on met parfois en termes d'industrie en fait en climate tech, donc derrière c'est évidemment, on en a beaucoup parlé du secteur énergétique, produire l'énergie, la consommer. On rajoute souvent le transport, pensez à tout ce qui est véhicules électriques, batteries, etc. Qui est un gros, et il n'y a pas que les voitures, il y a les camions, les bateaux, les avions, tout ça. Dessus, on rajoute souvent la partie immobilière, soit la construction, soit les bâtiments eux-mêmes. On consomme énormément d'énergie pour climatiser ou pour chauffer en fait les bâtiments dessus. Et souvent en plus, alors il y a différentes thèses, mais on rajoute souvent la partie en empreinte carbone en tout cas, la partie alimentation et agriculture. Hein, il y a des émissions dessus. On sait que quand on produit des aliments, il y a un certain nombre de choses aussi d'émissions. Et souvent, pour finir, il y a la partie, alors, un tout petit peu parlé, Zoé le développera tout à l'heure sans doute un peu plus, la partie industrie lourde. On sait que notamment les industries chimiques ou certaines industries pour faire des produits, hein, c'est pas que pour s'amuser, émettent énormément dessus. Et donc, en fait, ce qu'on appelle climate tech, c'est toutes les technologies qui permettent à ces industries de réduire finalement leur empreinte carbone avec des enjeux assez forts. Et souvent, on rajoute en transverse j'appelle ça des technologies transversales, tout simplement, excusez-moi pour la répétition. On peut rajouter des choses de mesure d'empreinte carbone, alors tout ce qui peut être géospatial, pour analyser depuis d'images satellitaires l'empreinte carbone, les émissions de certains gaz notamment, qui peuvent être faits. Parfois, on rajoute aussi une partie qui va être plus la partie, alors là, très technologique pour le coup, de capture carbone. Alors, on en parlera peut-être un petit peu, il y a dans des industries notamment pétrolières, chimiques, on peut capturer le carbone au point de source dessus. Il y a des choses un peu plus radicales, en tout cas un peu plus peut-être long terme, qui vont être aussi la capture du carbone dans l'atmosphère directement, donc réinsuffler finalement du carbone, le remettre dans des matériaux, dans des puits de pétrole qui sont vides, des choses comme ça. Et enfin, en tout cas, on peut rajouter parfois les services financiers, penser à l'assurance, les finances typiquement. On peut faire par exemple inciter les investisseurs, que ce soit les particuliers ou les professionnels, les institutionnels, à investir dans des compagnies plus green, donc ça permet d'accélérer finalement ces transitions. Donc, tout ça, entre guillemets, c'est un joyeux monde. Donc, comme le disait tout à l'heure Maud, on part de la clean tech historiquement qui était vraiment le fer de lance. On parlait du solaire, de l'éolien et parfois notamment des constructeurs. Voilà, Tesla symboliquement c'était le modèle américain là-dessus pour les constructeurs électriques. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent derrière dans notre industrie où parfois on le voit moins. C'est très parfois B2B aussi. Hein, c'est parfois pas du tout visible du consommateur. Mais tout ça finalement est en train de se mettre en place. Alors peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, et je vais commencer par toi Zoé. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus Autodesk du coup, en termes de stratégie ou d'action, qu'est-ce qui est fait en place au niveau de l'entreprise, et peut-être à titre individuel, du coup, quelle est ton action, alors, ton impact aussi, parce que tu nous expliqueras le changement de thème, mais voilà, quel est ton titre, enfin, est-ce que plus ton rôle que ton titre, ton rôle au quotidien là-dessus. Ok, super. Du coup, à mon avis, ça va être presque la même présentation sur ce que fait l'entreprise, mais bon, donc on est net zéro depuis 2020, bon c'est un ensemble d'efficacité sur nos scopes 1, 2, 3, mais aussi de carbone offset, donc on achète un petit peu. On a aussi, on a fait un carbon pricing en interne, donc chaque département nous donne de l'argent par rapport à ce qu'ils émettent, et ça nous crée un carbon fund qui nous permet de financer des projets en interne pour justement l'efficacité carbone. D'ailleurs, j'aurais dû commencer là. En fait, on a une stratégie d'ailleurs que c'est assez excitant. L'année dernière, on a réussi à la faire signer par notre board of directors et notre CEO staff
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment transversal sur l'entreprise et il y a vraiment une responsabilité qui est partagée sur tous les départements et pas seulement mon équipe Sustainability. Et donc ça nous permet aussi d'avoir des mécanismes où aujourd'hui on arrive à engager d'autres départements dans le travail qu'on fait. Et cette stratégie, elle a 3 piliers. Le premier pilier, c'est montrer l'exemple. Donc c'est ce que je disais, c'est du net zéro. On fait beaucoup de choses en interne par rapport à l'engagement de nos employés, du pro bono, de la donation, etc. Le deuxième pilier, c'est le sujet sur lequel je travaille, c'est vraiment le partenariat avec nos clients. Donc c'est vraiment l'idée de se dire que nous, en tant qu'entreprise, on a surtout en termes tech, software, on n'a pas un énorme impact, mais vraiment ce que font nos clients qui sont les gros constructeurs du monde, que ce soit les Bouygues, les Lafarge, les Ecom et tout ça, c'est eux et donc c'est vraiment leur permettre à travers nos technologies de devenir un partenaire pour leur permettre de réduire leur impact environnemental. C'est là où on a le plus gros enjeu, je pense. Et comme on en parlait, c'est pas, pour Autodesk, c'est aussi une stratégie. Ça nous permet d'aller vendre aujourd'hui des solutions sustainability à nos clients. Donc c'est un peu win-win. On les aide à réduire et puis à atteindre leur but de développement durable. Et puis nous, ça nous permet aussi de vendre un peu plus de logiciels. Et puis le troisième pilier, on a une fondation et on investit beaucoup dans les innovations, dans tout ce qui est start-up, non-for-profit, dans le domaine de l'impact. Et on essaie vraiment de se placer là où éventuellement l'entreprise Autodesk n'irait pas, c'est-à-dire que ce soit des géographies, des régions comme l'Afrique, l'Asie, où on n'est pas forcément encore en tant que corporate très présent, mais on voit des innovations se passer. Et puis au niveau des innovations de marché et technologiques sur lesquelles on peut vraiment influencer, vraiment en espérant faire bouger nos industries. Juste pour revenir sur ce que je fais, donc moi je parle sur la partie client, ce que je pense, la partie la plus importante, c'est d'avoir les bonnes technologies pour répondre aux besoins de nos clients, qui peuvent être dans les enjeux aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux autour des matériaux et des matériaux alternatifs, comment justement se débarrasser du plastique et à trouver des alternatives qui soient décarbonées. Les enjeux autour de la consommation énergétique, que ce soit en usine, que ce soit au niveau du produit, que ce soit une voiture ou un téléphone. Aujourd'hui, on essaye de les faire de plus en plus efficaces au niveau énergétique. Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels, c'est un peu ce qu'on disait, ça se voit pas, c'est du B2B. C'est peut-être moins sexy que des panneaux solaires, mais voilà, c'est ça. Moi, mon travail, c'est de développer ce type de technologie, ce type de workflow qui permet à nos clients d'appliquer et de réduire leur impact environnemental à la fois à la création du produit et dans leur process de fabrication. Maud, pour compléter. Merci. Alors oui, donc nous c'est un peu pareil, mais on est un peu en retard sur vous parce que notre objectif de net zéro est pour 2030. On l'a annoncé à COP26. Et ensuite, encore une fois, on parle vraiment plutôt d'un historique sur l'électricité. Donc notre programme principal, c'est le 24/7 Carbon Free Energy, qui est le programme qu'on a lancé en septembre 2020, et donc qui va adresser en fait le Scope 2, qui est la décarbonisation de l'électricité qu'on consomme à Google. À COP26, avec l'objectif de net zéro, maintenant ça étend vraiment justement le domaine d'action, donc Scope 1 et Scope 3. Et c'est vrai que on va dire le gros du travail à faire vraiment pour nous d'un point de vue stratégie de décarbonisation est sur le Scope 3 aujourd'hui. Et donc plus précisément, selon moi je m'occupe directement, c'est un petit peu les opérations en fait, ou la phase d'opérationnalisation de beaucoup de ces objectifs. Donc en commençant sur l'électricité, donc nos programmes d'énergie verte, donc encore une fois le 24/7 Carbon Free Energy, avec des applications sur le Scope 1, qui est que les data centers ont pas mal de générateurs diesel en fait sur site en cas de coupure d'électricité. Et donc c'est des infrastructures très sensibles en fait, comme on dit. Et donc comment est-ce qu'on peut apporter de l'innovation technologique en fait pour remplacer ces générateurs diesel et vraiment éliminer l'empreinte carbone d'un côté, mais aussi d'un autre côté rendre en fait notre infrastructure un peu plus flexible et un peu plus intégrée aux besoins du réseau électrique. Et donc on regarde des choses comme des batteries, de l'hydrogène et des choses comme ça sur site. Et ensuite, plus récemment, du coup maintenant on a étendu un petit peu le scope de l'équipe, qui est qu'au-delà en fait, de l'électricité verte, d'achat, de technologie, etc., on commence à voir des applications qui sont un petit peu parallèles. Donc, par exemple, le scope 3, on a pas mal de problématiques énergétiques sur notre supply chain, qui sont en Asie, qui sont aussi pas mal de marchés cloud en fait, sur lesquels on va être présent.
Donc il y a beaucoup de synergies et de partenariats à ce niveau-là. D'un point de vue technologique, on voit aussi beaucoup de synergies sur le carbon removal. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de nouvelles technologies sur tout ce qui est direct air capture ou j'ai oublié ce que dire l'acronyme, mais tout ce qui est plutôt biology-based ou biomass, par exemple, biomasse. Tout ça, c'est des nouvelles technologies en fait, de capture carbone qui ont aussi pas mal de similarités avec la consommation énergétique et qui aussi peuvent s'attacher en fait, à la production d'électricité d'un pays et faire vraiment partie d'une stratégie de décarbonisation, par exemple. Et le dernier aspect, je dirais, c'est un petit peu ce à quoi tu faisais référence au début aussi, qui est que BNP et Google sont finalement des services aux consommateurs. Et nous, par exemple, on s'est rendu compte qu'en mettant en place toute cette infrastructure en fait, de données et de tracking qu'on devait faire sur nos émissions et sur notre consommation électrique, ça nous donnait beaucoup plus de données et d'insights en fait, sur la consommation d'électricité d'un côté, mais du coup, quelle était vraiment l'empreinte carbone des services que l'on vend à nos clients. Et donc, par exemple, dans le concept, dans le business cloud, en fait, qui est B2B, où on va vendre vraiment des services et du compute aux consommateurs business, on a pu, en fait, utiliser ces données pour améliorer la transparence, en fait, et mettre en place un outil qu'on appelle le Carbon Footprint, qui est un outil, en fait, qui permet à nos clients de suivre leur empreinte carbone en fonction de la consommation de leurs services, en fonction de la région cloud, en fonction du type de service qu'ils consomment. Si vous faites du machine learning, c'est un petit peu plus consommateur, par exemple, que du normal. Et donc, c'est un petit peu la première étape, en fait, vers le scope 3 pour nous, qui est d'informer, d'éduquer, et ensuite, comment est-ce qu'encore une fois, on peut créer les bons comportements avec nos utilisateurs pour les aider aussi à faire les bonnes décisions. Si, par exemple, vous pouvez acheter du cloud compute en Finlande, encore une fois, versus la Belgique, par exemple, en Europe, votre empreinte carbone sera meilleure. Et nous aussi, ça va nous aider à avoir les bons signaux en fait, du marché en tant que compagnie et business. On voit qu'il y a un vrai intérêt client en fait, à peut-être aller dans certaines régions ou à pousser certaines features produits qui vont pouvoir réduire l'empreinte carbone. Donc voilà, c'est un petit peu le tour. Et pour compléter, donc en fait, quand on est une banque, c'est vrai qu'on pense souvent, connaissant les banques, le partie consommateur, en fait, la partie B2B, on sert en fait toutes les plus grandes entreprises mondiales et européennes. Donc en fait, on met en place concrètement ce que décrivait Maud, on a ce qu'on appelle des low carbon transition teams, donc on accompagne des clients pour leur dire finalement, il faut des activités, c'est quoi l'empreinte, soit il faut sortir de certaines activités, hein, c'est des discussions un peu douloureuses parfois, quand vous avez des industriels dans l'énergie, dans le charbon, etc., vous leur dites d'ici quelques années ou même aujourd'hui, on arrête de vous financer parce qu'en fait, on ne peut plus accepter ça et on va vous inciter dessus. Et après, d'un point de vue financier, ce qu'on met en place souvent, et c'est pas que BNP Paribas, c'est l'industrie bancaire, met en place ce qu'on appelle des produits de finance verte. Alors vous avez j'appelle ça le bonus-malus pour faire simplifier, mais finalement, si vous atteignez un certain nombre d'objectifs de réduction d'empreintes ou de future réduction d'empreintes, ça peut être à la fois sur le climat, ça peut être sur d'autres enjeux, on va dire sociétaux, vous allez avoir finalement un bonus, si vous voulez, sur votre taux de crédit. Et ça, c'est des produits assez incitatifs, comme on parlait un tout petit peu tout à l'heure avec Zoé. Souvent, les CFO parfois sont plus ou moins sensibles, les directeurs financiers, excusez-moi en français, sont plus ou moins sensibles au sujet climat. Par contre, quand ils commencent à voir que sur des lignes de crédit ou des obligations, quand on parle de milliards, 1%, enfin c'est pas 1%, mais 0,1 ou 2% de différence, ça commence à faire des dizaines de millions. Donc là, ça commence à représenter des volumes. Et ça, c'est un des mécanismes les plus avantageux, en tout cas, ou les plus incitatifs, avec toujours un petit peu, je dis toujours, c'est carottes et bâtons. Carottes en disant, mais pour les plus, entre guillemets, les plus vertueux, vous serez récompensés. Et de plus en plus, on commence à dire aux clients, attention, sur certaines industries, on va commencer à sortir de certaines industries. Alors après, il y a une question de timing quand ça se fait et il faut suivre dessus. Aujourd'hui, l'aérien, on a du mal à faire du 100% vert, donc on essaye de voir aussi avec l'industrie ce qui peut être fait. Et par contre, vraiment inciter les clients, leur dire aujourd'hui, le statu quo n'est plus possible dans toutes les industries. Il y en a où il faut vraiment aller très vite et d'autres, il faut se donner les moyens dessus. Et c'est là où ça rentre aussi un enjeu presque public-privé. Il y a des domaines où on sait qu'on doit le faire. Le privé, pour l'instant, n'a pas réussi, donc il y a peut-être des incitations soit fiscales, soit d'investissement de R&D. Un gouvernement américain, français, européen, enfin plusieurs gouvernements dans le monde regardent ces sujets-là. Mais la partie financière, finalement, est un très fort levier de ce changement-là. Ouais. Alors, peut-être poursuivre, donc on a pas mal parlé de ce qu'on faisait chacun dans nos différentes entreprises dessus. On va ouvrir un peu plus les prochaines questions sur le marché, finalement, et ce qu'on voit en extérieur. Peut-être par rapport à l'évolution du secteur, alors je ne sais pas si tu peux commencer, Zoé.
quel segment finalement ou quelle partie de l'industrie, alors climate tech au sens large dessus, quel segment tu vas vraiment bouger? Alors on parlait d'une accélération depuis 3 ans, est-ce qu'il y a des segments particulièrement qui toi tu te dis c'est hyper intéressant, il y a des opportunités, voilà. Est-ce qu'il y a une partie de l'industrie qui t'intéresse plus qu'une autre? Dans le software, il y a beaucoup à faire, parce que justement, toutes ces technologies, on en parlait, il faut de la technologie derrière pour le faire. Et d'ailleurs, même sur la partie financière, il y a des choses très intéressantes qui se passent au niveau software ESG, donc Environment, Social and Governance, qui vraiment il y a de plus en plus d'investisseurs, on voit vraiment que le milieu de la finance s'y intéresse de plus en plus, et donc il y a aussi beaucoup dans ce milieu-là qui avance. Et voilà, et donc je trouve ça intéressant qu'on voit se développer de plus en plus d'entreprises qui pensent vraiment au software comme un enabler of sustainability. Vraiment désolée pour le mot français, mais j'arrive pas pour l'anglais ici. L'accélérateur. Et après, au niveau industrie, vraiment, il y a beaucoup de choses qui avancent sur les produits, les CPGs, Consumer Goods. On voit beaucoup de choses sur l'industrie plastique. On voit aussi l'industrie automobile vraiment aussi innover sur la partie verte et électrique. Donc ça, c'est des enjeux. Et puis on en parlait un petit peu, peut-être un peu plus en retard, mais bon, un des clients quand même, des gros clients d'Autodesk, c'est surtout sur les machines industrielles et les grosses machines. Et là, on voit des sujets, par exemple, assez intéressants sur tout ce qui s'appelle remanufacturing. Donc c'est vraiment comment appliquer des concepts d'économie circulaire, mais à des gros industriels pour justement penser à utiliser des énergies propres. À éventuellement réutiliser les matériaux de ces grosses machines. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, en tout cas sur ces sujets-là. Peut-être, Maud, si tu as un segment particulièrement, une partie de l'industrie que tu trouves intéressante ou que tu vois soit un gros potentiel, soit grandir déjà beaucoup. Oui, alors je pense que c'est un peu les deux extrêmes en fait, de la chaîne. Donc d'un côté, il y a les marchés carbone qui étaient déjà là, mais qui sont vraiment en pleine explosion, parce que maintenant tout le monde a des targets net zero, et donc tout le monde se met vraiment dans le carbon offset, le carbon credit, le carbon removals. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un autre côté, il y a eu pas mal aussi on va dire de retour public sur le greenwashing, hein, et justement le fait qu'il y a pas mal de projets de carbon offset, ce qui finalement n'étaient pas vraiment des offsets. Et donc il y a un renouveau, je pense, sur la définition de qu'est-ce qu'un carbon credit. Comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on le valide, et je vois pas mal de solutions software en fait qui sont en train de se développer là-dessus, et ensuite bien sûr faire la marketplace, etc. Mais je pense que c'est un gros sujet aussi de manière générale, surtout avec le removals qui est en train d'exploser d'un point de vue technologie. Les questions qui arrivent, c'est comment est-ce qu'on définit en fait un crédit qui vient de ces projets. Donc il y a pas mal d'innovations, et de l'autre côté, ça va être je viens plutôt du gros côté grosse infrastructure, mais effectivement tout ce qui est hydrogène, l'économie d'hydrogène, il se passe vraiment beaucoup de choses en Europe. Bon, aux US, ils essaient de faire une infrastructure build, mais on va voir si on va y arriver. Mais vraiment de voir le dynamisme en fait en Europe, nous d'un point de vue de notre portefeuille, c'est là où on voit le plus d'opportunités dans le moyen terme, je dirais. Et ensuite, tout ce qui est effectivement stockage d'énergie, problématique de stockage d'énergie, problématique de production d'énergie, donc le renouveau du nucléaire. Nous, notre programme officiellement en fait reconnaît le nucléaire comme carbon free energy d'un point de vue opération. Et donc on regarde beaucoup tout ce qui est advanced nucléaire, etc. Donc voilà, c'est vraiment les deux extrémités. Peut-être pour une industrie dont on parle moins, en tout cas que c'est moins visible, c'est sur la partie agriculture et alimentaire en fait. Alors il y a énormément de choses qui sont faites dans le milieu plutôt nouvelle alimentation, tout ce qui va être à base de plantes, tout ce qui est agriculture cellulaire aujourd'hui, ou à la fois en Europe et en Asie dessus. D'ailleurs, à titre, pas d'anecdote, mais les Français sont plutôt bien connus et représentés dans l'industrie, notamment sur l'alimentation des animaux, avec les insectes, où on a deux très belles startups françaises qui sont plutôt dans les leaders mondiaux, qui s'installent d'ailleurs, qui sont déjà arrivées aux États-Unis, qui grossissent. Donc, c'est un petit cocorico là-dessus, mais on a des choses dedans. Et peut-être parfois on y pense moins, mais dans l'agriculture, il y a tout ce qui est électrification des tracteurs. Il y a un certain nombre de choses en fait, qui sont faites sur la partie opérationnelle, et beaucoup de choses qui sont plutôt en fin de chaîne sur ce qu'on va appeler l'économie circulaire, mais tout ce qui est gestion des déchets alimentaires, de tout ce qu'on peut récupérer dessus. Donc il y a une chaîne assez valeur. Et c'est d'ailleurs une des industries, on connaît beaucoup la partie clean tech et mobilité parce qu'il y a des noms très connus dans l'industrie dessus. En fait, on voit moins sur l'alimentaire, mais c'est un domaine assez large. Et aujourd'hui, c'est ce qui progresse le plus en pourcentage, qui part d'assez loin.
en termes de dynamisme en fait, d'investissement dans le domaine, c'est un des domaines où les investisseurs regardent ça particulièrement. Alors peut-être pour prolonger ça, donc on a parlé un peu de certains segments qui nous intéressaient. Si vous aviez du coup chacune peut-être une start-up, une initiative ou un coup de cœur dans le domaine climate tech, voilà, que vous trouvez intéressant soit sur ce qu'ils font, soit sur le potentiel, est-ce que vous en avez une qui vous intéresserait vous pourriez en parler plus particulièrement. Zoé, tu veux commencer, vas-y. J'en ai quelques-unes que j'aime beaucoup. Ouais. Je travaille avec une entreprise qui s'appelle AMP Robotics. Alors, ils font de la computer vision et de la robotique sur les chaînes de recyclage Pour les ordures. Pour les ordures, dans des stations de traitement de déchets. Et c'est vraiment super intéressant parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, personne ne veut aller travailler dans ces domaines-là, et donc et on a un vrai problème au niveau du recyclage. On recycle moins de 9% de nos déchets au niveau global. Aux États-Unis, c'est pire. Donc, on a besoin d'en voir comme ça. Voilà, c'est une des... Après, moi, je lead aussi un groupe qui s'appelle Climate Designer ici. Donc, si vous connaissez des designers, n'hésitez pas. On essaye de monter un petit peu ça, vraiment une communauté vraiment bottoms-up de gens, parce qu'aujourd'hui dans le milieu du design, moi je travaille avec énormément de designers, ils ont des clients qui leur demandent de faire des produits les moins chers possibles, qui vont plaire aux clients, qui vont avoir une couleur X, Y, Z, et les designers eux-mêmes, ils ont envie de pousser les questions environnementales, mais si c'est pas poussé par soit leur hiérarchie, soit par leurs clients, généralement c'est des considérations qu'ils ont du mal à intégrer dans leur projet. Donc c'est bien de voir des communautés comme ça qui se forment de pratiques spécifiquement. Voilà, climate design. Tu as une start-up ou un coup de cœur dans le domaine? Alors nous, sur la traçabilité, en fait, donc tout ce qui est carbon market, je n'ai pas encore de champion, mais il y a pas mal de Pachama, Watershed, tout ça, je trouve qu'ils font des belles choses. D'un point de vue traçabilité de l'électricité verte, on travaille publiquement avec Tomorrow, qui est en fait une start-up européenne dont le fondateur d'ailleurs est franco-danois. Et ils font beaucoup de travail sur la traçabilité de l'électricité et des réseaux électriques. Et il y a tout un groupe de travail en fait avec Google et plein d'autres participants sur comment est-ce qu'on modernise en fait le système de certificat d'électricité verte en Europe et aux États-Unis. Donc il y a vraiment tout un écosystème de start-up qui se met en place là-dessus. Et sur tout ce qui est vraiment start-up plutôt hardware et infrastructure, on travaille publiquement avec Fervo qui fait tout ce qui est géothermie en fait avancée. Et j'ai envie de dire de manière générale, tout ce que est le portefeuille de Breakthrough Energy Ventures, par exemple, c'est un bon point de départ pour comprendre un petit peu le type d'innovation à l'échelle infrastructure. Et regarde beaucoup tout ce qui est longue durée, stockage d'énergie sur vraiment le point de vue saisonnier, l'hydrogène, carbon capture, ou carbon removers comme on dit. Et ils font d'ailleurs aussi tout ce qui est sustainability, aviation fuels, etc., qui est, je pense, très intéressant parce que finalement, ça reste un des gros pôles d'empreinte carbone qui est très peu adressé aujourd'hui et il y a beaucoup de potentiel. Alors peut-être pour vous donner un coup de cœur de mon côté, c'est une start-up qui est de Brooklyn en fait, qui s'appelle Block Power. Ils sont plutôt dans le domaine, on va dire, du résidentiel. En fait, c'est des petits immeubles, on en a beaucoup à San Francisco, de 3 étages en fait, et souvent ils sont chauffés en fait par des choses qui ne sont pas très propres, et donc ils incitent en fait un certain nombre de propriétaires de pouvoir rajouter des pompes à chaleur en fait, parfois aussi des panneaux solaires sur le toit, et la contrainte souvent c'est des jeux de services financiers, c'est que ça coûte un peu cher à mettre en place, donc si le propriétaire n'a pas le cash et les locataires aimeraient bien l'avoir mais ne payent pas non plus dessus, et donc ils font des mécanismes d'incitation financière en faisant un diagnostic énergétique. Donc là il y a un petit peu de software pour dire quelles sont les potentielles économies d'énergie que vous pouvez faire, et deuxièmement ils vont faire un modèle économique en disant en fait on avance finalement le financement du matériel pour faire ça, et l'installateur aussi, et après en fait on sera remboursé entre guillemets, alors c'est pas un crédit exactement, mais on sera remboursé par les économies d'énergie générées. Et je crois beaucoup en fait à ces incitations. Alors dans le milieu climate tech, on dit souvent que si finalement le consommateur ou les décideurs n'y retrouvent pas leur intérêt, ça doit être shiny, si d'un point de vue économique ça tourne pas, ça ne sera pas adopté, c'est compliqué, et c'est typiquement des boîtes comme ça en fait. Alors ils sont très, comment dire, c'est presque du porte-à-porte, hein. Historiquement ils avaient des installateurs qui faisaient le tour à Brooklyn dessus, et puis depuis ils sont passés à l'échelle et ils sont en train de passer au niveau des villes. La première ville américaine, Ithaca en fait dans l'état de New York, qui est la ville qui est le campus universitaire de Cornell, hein, des grandes universités, a fait un programme net zéro et va bosser avec ces startups-là pour inciter les immeubles dans la ville, donc à la fois ceux qui possèdent, mais aussi notamment de résidentiels, à pouvoir faire ça. Et donc ces types de programmes-là sont intéressants, et je pense qu'on en verra de plus en plus naître aussi sur le marché américain.
Alors peut-être pour la dernière question du côté panel, et après on prendra vos questions dans la salle. Voilà, on a parlé de différents sujets, on a commencé à évoquer certaines pistes. Si on peut avoir des idées alors soit je dirais de livres, de podcasts, de newsletters, enfin, où c'est qu'on pourrait trouver de l'information si on s'intéresse soit du point de vue novice, soit très expert presque sur le sujet, ou peut-être 2-3 exemples ou 2-3 choses qui pourraient être intéressantes pour partager pour la salle. Alors, les rapports du GIEC. Voilà, le Decision Maker Summary principal. Le Greenhouse Gas Protocol, si vous voulez aller dans le carbon market ou le carbon accounting business, il faut vraiment lire le protocole et s'y mettre. Mais d'un point de vue plutôt, je pense qu'on est tous fans de My Climate Journey en termes de podcast. C'est assez sympa. Nous, on travaille beaucoup avec Powerhouse, qui est aussi un incubateur à Auckland, et ils ont un podcast qui s'appelle What It Takes avec des fondateurs, et j'aime beaucoup leur rank parce que c'est justement des fondateurs, on va dire, qui viennent d'un point de vue un peu plus divers en termes de female, DEI, etc. Donc c'est assez, ça permet de voir des rôles modèles aussi. Et la dernière newsletter, c'est, alors j'ai oublié, je peux la retrouver, c'est par email, je crois que c'est Climate Tech VC ou quelque chose comme ça. Et ils envoient ça tous certains jours, et je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et très facile à lire. Et donc, je recommande à tout le monde. Je blanc un peu, mais j'ai un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Project Drawdown, qui en fait étudie, enfin qui dit que les solutions actuelles aujourd'hui pour le changement climatique, elles existent. Et c'est juste de les déployer à la bonne échelle et vraiment de comprendre leur enjeu. Donc c'est un livre qui en fait fait un inventaire de 100 solutions au changement climatique et qui évalue l'impact, le potentiel pour l'impact de chacune de ces solutions et les met dans l'ordre chronologique. Voilà. Donc par exemple arrêter de manger de la viande est dans le top 3. Sinon en termes de blog, moi j'aime beaucoup Climate AI. En termes de ressources, alors c'est très américain corporate, mais Greenpeace, c'est une publication et ils font aussi beaucoup d'événements, des conférences, mais c'est bon, voilà, on se retrouve dans le milieu sustainability dans ce genre d'endroit et Greenpeace, c'est une publication qui vient avec un point de vue américain, mais qui regarde à tous les sujets qu'on vient de parler aujourd'hui, que ce soit la décarbonisation, que ce soit l'électrification, que ce soit l'industrie, l'économie circulaire et tout ça. Donc voilà, allez voir. Et peut-être pour compléter, alors je le fais du plus simple au plus qui prend plus de temps. Donc si vous avez une heure, il y a Bloomberg qui fait un rapport chaque année qui s'appelle NIF, en fait, qui s'appelle le Factbook. Donc ça vous donne beaucoup d'informations sur quelle est la consommation d'énergie, beaucoup de projections aussi à 10-20 ans, etc. Qui est assez bien foutu, qui est à la fois américain et aussi mondial dessus. Alors je pense qu'on en avait parlé avec Anne et Sophie, on fera peut-être un email où on mettra quelque part en fait les sources, parce que ce sera plus simple pour tout le monde avec des liens. Deuxièmement, alors, on parlait de Greenpeace. Alors Greenpeace, je crois que l'équipe est en train de se dissoudre en partie, mais en fait l'équipe historique a été refinancée et c'est devenu Canary Media en fait. Donc il y a un nouveau qui s'appelle canarymedia.com dessus. De quoi ? Ouais. Et donc il y a une partie de l'équipe de Greenpeace qui a remonté un autre média qui est très dédié Green pour le coup dessus qui est aussi intéressant dessus. Dans les newsletters, il y a alors très énergie pour le coup, c'est Axios qui est le média et c'est la newsletter qui s'appelle Axios Generate. Donc vous avez tous les jours en fait une brève en fait sur ce qui se passe plutôt dans le secteur énergétique, très orienté quand même clean tech de plus en plus. On en parlait donc mode sur My Climate Journey. Donc My Climate Journey, c'est deux choses, c'est un podcast avant tout, c'est un entrepreneur qui était de Boston qui a démarré ça en fait à la base parce qu'il était entrepreneur, il faisait une application de fitness qu'il a revendu et puis il s'est dit qu'est-ce que je fais après, j'ai envie de m'intéresser au climat, donc il a démarré son propre Climate Journey, donc il commençait dessus, il a commencé par un podcast en disant finalement je vais interviewer des gens qui sont experts dans le domaine. Il en a fait, je crois qu'il en a presque à 190 ou pas loin maintenant. Et en fait, en plus de ça, c'est devenu une communauté. Donc, c'est une communauté Slack qui est assez importante. C'est pratiquement 1000 personnes. Alors, c'est $10 par mois, etc. Mais objectivement, si vous bossez dans le domaine, c'est sans doute le meilleur réseau aux États-Unis. Enfin, c'est le premier truc que je recommande à des Européens quand ils arrivent, et même des Américains qui souhaitent se mettre dans le domaine. Ils recommencent en fait les parties events physiques. Pour vous donner l'anecdote quand même, parce que ça montre aussi la dynamique de la vallée. Le premier événement qu'avait fait ma Climate Journey, il n'y avait pas d'événement Climate Tech à San Francisco dessus. C'était en fin février ou début mars 2020. Donc la date vous parlera peut-être. C'était 2-3 semaines avant le début du Covid. Donc c'est pas des sujets quand même sur la partie communauté. On en parle beaucoup
voilà, par secteur, des fois il y a des choses, mais parfois en transverse, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des choses dans la clean tech, la mobilité. Et puis le dernier, alors je vous l'ai mis et je pourrais le regarder dessus, mais c'est un bouquin qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2-3 mois, qui s'appelle Speed and Scale. Donc c'est John Deere qui l'a écrit, donc un monsieur assez connu dans la vallée, donc il y a des interviews avec Bill Gates, etc. Mais objectivement, il se lit assez bien, je l'ai lu à Noël, etc. Il se lit en quelques heures et en fait, il est très didactique pour vous dire quels sont les secteurs qui consomment le plus, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place. Et d'une façon, c'est presque un livre de chevet, c'est un peu comme Project Rodon dans le sens où il donne finalement les grands enjeux, les grandes masses, parce que parfois on s'y perd un peu quand il y a trop de domaines. Et en fait, il y a même un poster, alors, je vous montrerai pour ceux qui veulent à la fin, mais il y a un poster même que vous pouvez mettre avec 4 catégories par grand domaine, donc c'est assez didactique, mais ça permet en fait de se rendre compte des enjeux. Et finalement, si vous cherchez un domaine d'activité ou comprendre ce qui peut se passer, c'est sans doute dessus. Donc écoutez, je voulais vous remercier pour votre temps. Alors on a, je pense, à peu près 10-15 minutes si je ne dis pas de bêtises. Ouais, au niveau timing, on est parfait. On a fini à 7h15 dessus, mais on peut prendre du coup peut-être 10 minutes, 15 minutes de questions-réponses. Alors peut-être, je ne sais pas s'il y aura des micros, donc vous pouvez vous lever, juste peut-être dire votre prénom, votre activité, poser la question, puis suivant qui peut répondre sur le panel, on le fera avec plaisir. Je ne sais pas qui veut lancer la première question. Moi je veux bien. Je suis Baudouin Lemontine et je suis belge. Et donc, apparemment, toutes les solutions sont déjà là quand j'entends Zoé. Et en faisant les mathématiques, parfois je m'interroge aujourd'hui. Finalement, 85% de l'énergie primaire est fossile. Puis on se dit, finalement, pour résoudre ça, on va mettre tout électrique. Donc, on va multiplier la consommation électrique entre 5 et 10. Et on a, par exemple, je me demande quels sont les moyens que vous imaginez pour ne pas arriver au crash quand on met les mathématiques et on voit le problème. Est-ce que, par exemple, Google s'imaginerait développer des SMR ou des choses comme ça? Alors oui, c'est une excellente question. Non, on n'a pas toutes les technologies et c'est pour ça que dans notre programme 24/7, par exemple, on a une grosse verticale technologie et on parlait pas mal de l'hydrogène, etc. Pour nous, d'un point de vue décarbonisation des réseaux électriques, donc la première, on structure ça vraiment sur 2 verticales. Donc la première, c'est trouver la production d'électricité. Donc en Europe, on a un mix énergétique de ressources qui est assez favorable. Donc on peut faire du renouvelable, on peut faire du nucléaire, etc. Vous allez dans des pays, par exemple, ou même des îles comme Taïwan et Singapour, il y a beaucoup moins de ressources. Et donc c'est là où on va devoir être plus créatif. Mais donc il y a pas mal d'innovations à faire sur les moyens de production. Les technologies commencent à être là, elles sont encore assez jeunes, mais les coûts en fait sont assez hauts aussi. Et donc c'est un petit peu ça, on va dire, le dilemme ou le triangle à gérer. C'est d'un côté il y a les technologies, donc il y a l'aspect innovation, d'un autre côté il y a le coût. Parce que lorsque on va vouloir décarboniser le réseau électrique, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'en fait on n'accélère pas en fait les disparités économiques? Parce que l'électricité, tout le monde en a besoin, et on voit aujourd'hui avec la crise énergétique en Europe, c'est un gros problème sur les foyers justement qui ont des revenus les plus bas. Et donc il y a vraiment beaucoup de travail d'un point de vue régulation et policy. D'un côté, pour accélérer la courbe de décroissance des coûts des technologies, donc plus on va les utiliser ou plus on va les déployer, plus on va apprendre, etc. C'est un petit peu la courbe classique. Mais d'un autre côté aussi, pour faire en sorte que les structures des marchés électriques reconnaissent en fait la valeur de ces technologies et on va dire répartissent bien en fait les coûts et les revenus en fonction de ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un problème que moi je vois sur beaucoup de nos réseaux électriques, c'est que ces technologies sont presque là, on pourrait les déployer à échelle. Le problème, c'est qu'en fait, le business case en fait, n'est pas là. Parce que la plupart de ces technologies ne sont pas éligibles en fait, aux services classiques des marchés d'électricité et ne peuvent donc pas recevoir les revenus dont ils ont besoin. Donc il y a un petit peu ce problème en fait, mais il y a beaucoup de réflexions sur justement tout ce qui est policy, modernisation des marchés électriques et du design, etc. Donc voilà, je pense qu'on a les pièces du puzzle, mais il y a encore pas mal de travail aussi pour assembler le puzzle. Bonjour Mathieu, merci pour votre intervention. Je suis un gros fan de My Climate Journey également, très très bon podcast que je recommande. Dans My Climate Journey, qu'est-ce qu'on voit? On voit une super dynamique très américaine avec des scientifiques qui ont fait un PhD dans une université, qui sont entrepreneurs, qui rencontrent un partenaire et qui après qui lèvent de l'argent et qui créent des startups. Est-ce que vous voyez cette dynamique, vous sentez cette dynamique en France appliquée au climat? Mathieu, tu mentionnais la BNP Paribas qui a mis 150
Au niveau européen, on observe, moi je suis assez proche de certaines communautés, il y a une alliance notamment, c'est la Green Tech Alliance, qui est d'origine allemande d'ailleurs et cross-européen. Donc pour faire simple, tous les pays, que ce soit du nord au sud, les Nordiques, UK, France, Allemagne, un peu moins historiquement l'Europe méditerranée, je dirais Espagne, Italie, même s'ils sont des très gros acteurs énergéticiens pour le coup, mais en termes de start-up et dynamique, c'est un peu moins là. Il y a ces communautés qui existent, et pour vous le faire simple, la France a fait Green Tech 20, les Anglais ont fait Net Zero, voilà, dans les différents pays où on voit les dessus, c'est devenu une priorité pour tous les gouvernements européens, notamment, je dirais, France et au nord de la France, c'est pas encore tout à fait le cas en dessus, mais ça va le devenir. Donc on voit ces dynamiques. La question après, ça revient à des questions presque plus fondamentales en écosystème aussi, c'est à quel point on peut avoir, pour caricaturer, des scientifiques avec un fort background qui peuvent devenir entrepreneurs et créer des nouvelles techno. C'est pas spécifique au climate tech, c'était déjà un problème dans les clean tech, et ça revient à des questions plus fondamentales de chaîne dessus. Ce qu'on observe pour le coup, et peut-être par rapport à l'Europe, l'Europe a quand même un terreau assez favorable en termes d'étudiants, dessus, et on voit d'ailleurs quand même beaucoup de gens d'origine européenne dans la vallée et aux US en général sur ces problématiques-là. Donc il y a un terreau assez favorable. Je dirais la petite différence européenne dessus, et ça c'est un peu un travers, c'est que l'avantage c'est qu'on a énormément de subventions publiques. Démarrer sa boîte en France, on le sait, dans d'autres pays, on peut tenir 2 ans, 3 ans sans subvention, sans revenu, mais il y a énormément de dispositifs. Le problème, c'est le passage en général à la partie subvention dessus. Alors aux États-Unis aussi, il y a des subventions par État, parfois fédérales, mais le système est plus favorable au démarrage pour les boîtes entre guillemets en Europe, et parfois plus compliqué au passage à l'échelle. Et c'est là où pour le coup il y a un retard qui est collectif, où le capital risque, notamment early stage et late stage parfois, n'est pas aussi dynamique au présent. On va le dire comme ça, je suis plutôt optimiste de nature. Les gros corporates européens, BNP Paribas, mais d'autres, plus les gouvernements, les pays et tous les dispositifs publics sont quand même très orientés, très sensibles au sujet, en fait, climat, ESG. Donc aujourd'hui, l'argent sera moins un problème, objectivement dessus. Il y a des entrepreneurs qui sont là, et beaucoup ont appris quand même, et c'est la bonne nouvelle quand même pour tout le monde ici aussi, c'est que beaucoup ont appris de ce qu'ils ont fait dans d'autres industries, dans le software, etc. Il y a énormément de gens qui changent de carrière aujourd'hui avec des backgrounds plutôt entrepreneuriaux ou dans la tech qui vont se mettre dessus. Donc la courbe d'apprentissage est moins douloureuse quand les gens sont en transition. Donc voilà, il y a la vallée en tout cas, et les US restent très en avance sur plein de domaines, et c'est comme ça, c'est pas spécifique au climat. Maintenant l'Europe a des belles choses à faire, il y a déjà pas mal de startups dessus. Je laisserai Frédéric s'il veut commencer sur le Green Tech 20, mais il y a objectivement des très belles pépites en ce moment en Europe. On a le plus bel exemple peut-être pour finir là-dessus, qui n'est pas français pour le coup, mais j'en parlais pour les boîtes françaises dans l'alimentaire, mais il y a Northvolt sur les parties batterie suédois, qui est quand même peut-être pas un miracle, en tout cas une super boîte dessus. Donc on voit qu'aujourd'hui on arrive à créer des géants aussi en Europe, et on aura sans doute d'autres qui vont venir. Je ne sais pas si Maud vous avez... En France, il y a Vercor, ancien Tesla. Donc, belle entreprise. Bonjour, merci pour ce panel. J'ai 2 questions. La première, c'est avec le carbone renouveau et les marketplaces, cette prolifération, comment est-ce qu'on s'assure que ça va être un prétexte pour continuer à faire n'importe quoi? Alors, est-ce que c'est couvert dans des greenhouse protocoles ou quelque chose? Et la deuxième question, c'est vous qui êtes immergé dans le sujet. Quel est votre niveau de confiance sur être toujours dans le mur en 2030 et en 2050? Moi, je ne suis pas immergé, mais je suis assez pessimiste à cause des lois de la gravité et de l'inertie. Oui, alors le carbon accounting, c'est horrible. Ça prend bien 50% de mon temps en ce moment, justement, pour comprendre comment est-ce qu'on doit moderniser tous les protocoles de la bonne façon. Et il y a c'est un petit peu, en fait, c'est l'entropie en ce moment. C'est tout le monde spin parce qu'on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on n'a pas encore vraiment cette organisation, on va dire, macro entre les business, les NGOs, les gouvernements, etc., pour redéfinir, en fait, quels sont vraiment les standards, etc. Je pense que ça va venir parce que d'un côté, on critique beaucoup de corporates qui prennent ces objectifs de net zéro, mais finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou c'est du marketing. Mais le fait qu'elles prennent ces objectifs, il y a quand même les CEO et les CFO qui reviennent 6 mois après et qui me disent, bon, du coup, c'est quoi notre stratégie? Et donc, ça force en fait un peu tout le monde à se mobiliser, à avoir ces discussions. Donc, je suis plutôt optimiste.
J'aimerais que ça bouge un petit peu plus vite, mais en fait, c'est des problèmes tellement, on va dire, internationaux, et c'est vraiment des problèmes plutôt NGO, que c'est toute une coalition, c'est tout un groupe de personnes à bouger. Et oui, j'ai regardé Don't Look Up, et c'était un petit peu too close for comfort. Donc voilà. Ouais, c'est auditer tous ces process quand même. C'est peut-être pour ça qu'on. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça empêche de faire n'importe quoi, mais en tout cas, je sais que nous, aujourd'hui, par exemple, Autodesk, cette année, pour la première fois, on a fait un Sustainability Bond pour 1 milliard. Et du coup, derrière, là, il y a vraiment une grosse équipe comment on assure qu'au niveau de l'audit, on est transparent et on fait ça bien. Donc voilà. Et après, en termes de. Non, je ne suis pas très optimiste. Je pense qu'en tant que scientifique, les chiffres sont là. On est beaucoup en retard. Après, j'aime bien. Je suis aussi quelqu'un de positive. Et vraiment, je pense que la technologie, c'est une des clés. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de changements de comportement. On a besoin de technologie dans tous les domaines aujourd'hui. Mais je pense vraiment que la technologie peut être une catalyse qui va nous permettre peut-être d'arriver à ces objectifs, en tout cas sur certains domaines. Et puis après, ce dont on parle depuis au moins 5 ans, c'est vraiment l'adaptation. Il va falloir s'adapter. Le changement climatique est aujourd'hui ici, et ça va continuer, ça va aller de pire en pire. Et donc aujourd'hui, de s'adapter et de développer des nouveaux modes de vie, mais aussi des technologies qui vont nous permettre de nous adapter et pas seulement de mitiger le changement climatique. Donc ça me permet de rester un petit peu positif dans le travail que je fais. Alors peut-être pour commencer par la fin, pas très optimiste à 2030 dessus. La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience quand même commence à infléchir la courbe ou à quelle vitesse on va faire. Donc voilà, on sera sans doute, c'est déjà trop tard en 2030. Voilà, quand on parle d'infrastructure, c'est des programmes sur 20-30 ans. Donc même si on commençait maintenant, de toute façon, on ne verrait pas les impacts tout de suite. Mais par contre, la prise de conscience et une accélération quand même, et les entreprises qui, de bien ou pas bien, mais sont quand même des très fortes contributrices de ces émissions-là. Et donc le fait de multiplier, en fait, soit par pression des pairs, tout simplement, quand vous avez tous vos concurrents qui commencent à faire des annonces, ça force ceux qui sont moins bien dessus. Et aussi par pression industrielle, gouvernementale, on va commencer à interdire certaines activités. Certaines choses aussi vont commencer à faire dessus. Peut-être pour revenir sur la première question, alors il y a beaucoup de sujets, vous le voyez peut-être dans la presse, beaucoup de sujets sur les parties normes, alors comptables et pas que comptables. Qu'est-ce qu'un crédit carbone? Quand on parle de crédit carbone sur des forêts, des fois en fait c'est pas des nouveaux arbres qu'on met, c'est des forêts qu'on préserve, avec des fois est-ce qu'on a vraiment préservé la forêt. Donc il y a beaucoup de sujets en fait qui sont assez compliqués et très techniques rapidement, qui du coup peuvent donner entre guillemets beaucoup de laps aussi à des acteurs moins responsables à faire un peu n'importe quoi ou jouer avec dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue quand même à la fois gouvernemental et en général industriel, il y a beaucoup de consortiums qui sont en train d'être créés. Donc, je dirais, comme d'habitude, sur tous les secteurs, les normes viendront trop tard ou trop tard, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il faut quand même normer ça et que les gouvernements aussi vont quand même y regarder d'un peu plus près, parce que ces marchés commencent à représenter aussi parfois des milliards ou des dizaines de milliards de dollars. Donc, ça commence aussi à se voir et on ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, c'est peut-être, enfin, c'est pas que c'est là. Les normes viennent toujours après une première vague en fait, d'initiatives. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on aimerait assez tôt sur les parties normes, notamment au niveau financier et comptable, et qu'aujourd'hui, objectivement, la plupart des gouvernements dans le monde en fait, s'inspirent fortement de ce qui est fait en Europe. Après, ils peuvent s'en éloigner en termes de standards, mais ils sont très inspirés de ce qui s'est fait en Europe, parce que la fameuse taxonomie européenne, en fait, est arrivée avant tout le monde en fait, dessus, donc tout le monde prend ça comme okay, on a un certain temps d'avance sur la partie taxonomie. On espère qu'on aura les acteurs économiques aussi qui vont bien en fonction, mais en tout cas, il y a une question de normes qui prennent du temps parce que, voilà, comme le disait Maud, c'est des consortiums, vous mettez des centaines de personnes dans la salle, donc ça prend des années pour que ça soit validé. Par contre, tout le monde est conscient que le marché a dérivé, en tout cas, le laisser-faire a un peu dérivé dans le domaine. Il y a des standards qui se concurrencent, donc ça c'est plutôt sain, parce qu'il y a de surenchère aussi sur qu'est-ce qui est vert et pas vert, mais ça va être normé de plus en plus. Deux questions. Alors, je vais commencer par le fond et après, si vous voulez poser la question à Erwan peut-être en premier et la personne devant juste après, comme ça. Merci à tous les trois. C'est bien de parler de ça, c'est bien d'être en présentiel. Petit disclaimer, je travaille aussi chez Google, donc je ne connais pas le code. Moi, je suis dans la partie cloud. Il y a un comportement hyper intéressant, c'est de voir qu'on a vraiment l'attention d'une C-suite dans une entreprise quand on parle de réduire
surface carbone en mettant leurs infrastructures sur des infrastructures type Google, Amazon Web qui sont plus efficaces. En l'occurrence, pour Google, c'est un bon point parce qu'il y a un peu d'avance en ce moment sur les autres. Quand est-ce que vous voyez des secteurs où on va avoir le même comportement vis-à-vis du consommateur? C'est-à-dire qu'on va proposer un produit en essayant de mettre en avant le fait qu'il est plus vert. Donc, si je prends un exemple du côté de Google, par exemple, moi j'aimerais bien regarder des vidéos avec une définition suffisante pour mon téléphone. Si je savais que par ce choix-là, j'étais plus vert, ou côté produit industriel, j'aimerais bien acheter une voiture dont je pense que j'ai bonne raison de croire qu'elle est plus verte dans sa construction, dans sa conception. Est-ce que vous voyez des exemples concrets de boîtes qui sont en train de dire je vais vendre avec ça? Est-ce qu'il y a besoin des normes ou pas? Enfin, comment ça démarre cette conversation? Je laissais, pour répondre en même temps, pour aller plus vite, la deuxième personne se posait la question, comme ça on répondra en même temps. Ma question c'est plus sur comment est-ce qu'on utilise en gros le capitalisme qui marche plutôt pas mal pour, ça peut-être une cause du problème, mais pour mettre tout le monde in motion vers un objectif, ça marche plutôt bien. Et le carbon change, aujourd'hui on voit pas mal que c'est beaucoup de contraintes sur le counting, et ça crée beaucoup de friction là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut utiliser le capitalisme, les incentives pour trouver des produits via la technologie qui vont être meilleurs sur le bilan carbone, et qui sont utilisés justement parce qu'ils sont meilleurs, pas seulement par un engagement militant de se dire qu'on va prendre un produit qui est plus vert parce que c'est mieux pour la conscience et c'est mieux pour la planète, mais uniquement parce qu'en fait il est meilleur, il est moins cher, il est plus utile, et du coup en gros ça va être de facto utilisé pour ces raisons-là. Un peu, l'industrie automobile, on va dire c'est un peu ça, on a créé une industrie d'un trillion de dollars avec Tesla et pas mal d'autres, et du coup tout le monde se lance là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres industries comme ça dans la construction, etc., où on va développer de nouvelles technologies qui vont juste simplement meilleures et moins carbonivores, et du coup vont être une solution de... Non, c'est pas la question, elle était... Alors la première question, alors, je ne sais pas si on va peut-être pas faire Google pour Google, donc si je passe les autres. Moi je vais bien répondre parce que je travaille quand même avec beaucoup d'entreprises qui, je vais dire, un des facteurs premiers pour l'engagement dans le développement durable des entreprises, c'est les besoins des consommateurs. Et moi je le dis, c'est que il y a 5 ans on parlait de la demande des consommateurs qui étaient prêts à payer un petit peu plus cher pour un produit propre. Aujourd'hui, moi j'appelle ça de l'activisme. On voit que les gens boycottent des marques, les gens arrêtent de prendre l'avion. Je crois qu'en Suède, il y a eu une dégringolade de presque 10% du trafic aérien à cause du flight shaming. Donc vraiment, les entreprises aujourd'hui, elles voient les opportunités au niveau du consommateur. Alors bon, des fois, ça peut se jouer à faire du packaging ou à changer leurs matériaux pour faire du recyclage, etc. Mais il y a aussi, effectivement, de toute façon, ils se rendent compte que l'enjeu environnemental permet de vendre plus et vendre mieux et vendre plus cher. Et je ne sais pas, l'exemple de Nest, par exemple, qui est le thermostat, on en parle tous, mais bon, ça permet de créer ces avantages que tout le monde maintenant veut un Nest. Et bon, c'est aussi mieux pour l'environnement. Tesla a fait la même chose. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'exemples comme ça. Peut-être pour en prendre un concret, alors parfois on pense à des boîtes qui essayent de changer, mais prenez le domaine alimentaire, hein, tous les gros de l'agroalimentaire aujourd'hui commencent à faire du plant-based, donc il y a des alternatives qui existent, parfois au même prix, parfois avec plein d'autres vertus. Donc on voit des industries typiquement dans le domaine alimentaire ou autre qui le font déjà. Peut-être pour répondre à la deuxième question, en fait, la question de qu'est-ce qui va accélérer ça, en fait, c'est beaucoup de changements, de théorie du changement de comportement. Donc on revient presque à des sujets soit de design, soit de psychologique. En fait, c'est comment inciter les gens finalement à prendre conscience ou à accélérer. Je rejoins sur la façon de le faire. Historiquement, notamment en Europe, on a une tendance plutôt à être assez post-dramatique. Hein. C'est la fin du monde, 2030, 2035, etc. Et c'est pas forcément, enfin, c'est bien pour une prise de conscience, ça aide pas forcément les gens à agir parce qu'ils sont un peu traumatisés, etc. Je dirais de façon très cynique, mais sur la partie capitalistique, côté américain, alors on voit dans les communautés comme Climate Journey, etc., le fait de dire qu'il y a un nouveau business, une nouvelle opportunité, qu'on peut créer les prochains Tesla, en tout cas dans le monde entrepreneur, ça parle beaucoup, et donc se dire que finalement on peut créer ces initiatives. D'un point de vue consommateur, objectivement en Europe, on voit très bien, il y a eu la jeunesse, il y a eu des marches pour le climat, il y a eu quand même beaucoup d'incitations dessus, et la plupart des C-suites sont très sensibles aujourd'hui.
enfin, voilà, on travaille dans pas mal d'industries dans le domaine. Ouais, vas-y, excuse-moi. Mais ça, c'est pas très très haut dans la pyramide de Maslow de dire enfin, la volonté d'agir pour le climate change. Parce que quand on est dans le pays où on doit juste subvenir, vivre, est-ce que ce comportement peut être. Alors, il y a une question parfois de question de coût économique, hein, c'est pas neutre. Hein, on l'a eu malheureusement en France avec les gilets jaunes, en tout cas, voilà, ça peut être déçu. On voit qu'aux États-Unis, hein, le sujet électrification, Tesla, c'est assez sexy et qu'aujourd'hui, les niveaux de prix en fait, des véhicules électriques commencent à se rapprocher finalement d'un véhicule thermique classique. Et que de toute façon, comme on sait qu'on va pas pouvoir le revendre dans 15 ans parce que ça sera banni, les gens commencent naturellement à se dire bah, la prochaine voiture dessus. Donc, des fois, entre guillemets, ça viendra du marché, ça viendra naturellement de la structure économique. Et si le produit est bien meilleur, voilà, une Tesla aujourd'hui, c'est pour pas beaucoup de consommateurs, c'est meilleur qu'une voiture classique, même de luxe. Ben, finalement, on n'est pas en train de vendre une Tesla en disant c'est plus économique et c'est plus écologique. On dit juste c'est un meilleur produit. Donc, il y a une partie, alors je dis pas qu'il y a deux niveaux, mais voilà, il y a une partie de l'industrie qui répond en disant finalement, si on fait des meilleurs produits et qui sont y compris écologiques, ça marchera mieux dessus. Et après, il y a quand même une question qui, là, pour le coup, est pour moi de politique publique aussi, hein, c'est quels sont les incentives en fait, qui sont mis en termes de politique publique. Ça peut être dans plein de domaines, hein, l'incitation à prendre des modes de transport propres, l'incitation évidemment au niveau électrique, c'est souvent très régulé, la question aussi d'inciter les gens à avoir des comportements responsables, mais c'est un ensemble de valeurs. La bonne nouvelle, c'est que ça, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de sujets de climate denial, et il y en a encore en partie, mais c'est plus vraiment le cas objectivement en Europe dessus. Donc les voyants sont plutôt ouverts en termes de prise de conscience des différentes personnes. Je ne sais pas si moi tu voulais compléter. Je vais faire un point très capitaliste, mais je pense que mettre un prix carbone, c'est très important. Et l'Europe a leur propre marché, mais par exemple, alors je ne sais plus si c'est 2 fois ou 3 fois la hausse du prix sur l'année, mais là ils sont à 80 ou 90 euros de la tonne. Et à ce prix-là, il y a pas mal de technologies en fait qui deviennent vraiment profitables. Et donc je pense que c'est ça des vrais mécanismes d'un point de vue start-up. On commence à voir ses revenus qui vont être plutôt constants, qui vont grandir. On voit que les clients, ils vont être là pour les 30 prochaines années parce que justement ils sont captifs. Donc ça, je pense, c'est des vrais mécanismes. Et d'ailleurs, je pense que l'Europe est en avance là-dessus grâce à ce mécanisme de marché aujourd'hui, alors qu'aux États-Unis, ils ont encore pas mal de problèmes. Et le cap and trade en Californie ne marche pas très bien, en fait. Donc c'est un sujet récurrent. Peut-être je te laisse compléter, Zoé, mais peut-être une dernière question après. Mais juste aussi, aujourd'hui, la recherche montre que c'est moins cher d'être plus soutenable en général, surtout sur la partie efficacité. Et la recherche, alors moi je ne suis pas trop dans le milieu start-up, mais de ce que je lis, on s'est aussi démontré que les start-up qui attaquent les milieux de l'environnement sont plus profitables, plus innovatrices, etc. Donc le old school mindset de l'environnement ça coûte plus cher, on est en train de vraiment faire changer les choses, et tout ça est quand même lié au mécanisme capitalisme. Est-ce qu'il y a une dernière question pour le panel? Allez-y. Oui, bonjour. En fait, c'est super, c'est assez impressionnant de voir les moyens qui sont déployés par des grands groupes pour faire progresser le sujet. Moi, j'ai beaucoup de petites boîtes, donc une start-up, une centaine. J'aimerais bien avoir plus d'impact, mais après, comment on s'y prend, déployer les moyens, mais en fait, c'est pas si simple non plus. On ne peut pas avoir des gens aussi talentueux pour faire les moyens derrière, pas non plus la bande passante, forcément. Et donc, je ne sais pas s'il existe des conseils ou des ONG ou peu importe, qui vont aider justement les petites structures, parce qu'on est petit, mais on est beaucoup. Et donc, du coup, c'est quoi votre vue là-dessus? Parce que le déploiement des moyens pour le faire, c'est important. Moi, à mon échelle, j'aimerais bien avoir l'impact, mais dans la mesure du moyen qu'on dispose. Moi, je vais juste prendre peut-être la partie de la question, comment on démarre. Moi, ce que je conseille toujours, c'est, effectivement, suivant l'échelle, c'est difficile de forcément avoir une équipe de 40 personnes comme chez nous qui s'occupent de ça, mais déjà, commencer par se poser la question, quels sont les impacts que vous avez actuellement. Généralement, quand je parle à des industriels, je dis, si votre produit n'utilise pas d'énergie, votre impact principal, ça va devenir des matériaux et des process de fabrication. Si vous produisez un produit qui utilise de l'énergie comme une voiture ou un téléphone, votre impact va être sur la consommation énergétique de ces produits. Donc il faut travailler. Donc en fait,
il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde, et donc chaque entreprise a vraiment besoin de se poser la question de quels sont les impacts. Ouais, c'est pour ça que c'est même comment on peut être accompagné. Et voilà, et après je pense que soi-même, c'est impossible. Puis effectivement, voilà, ce soir, je vais le faire. Non, bien sûr. Je dirais, de toute façon très peut-être basique, hein, le premier niveau et dans toutes les entreprises, c'est ce qui se passe, hein, c'est beaucoup de formation interne, sensibilisation, formation. Concrètement, faire 1 heure, 2 heures, 3 heures avec les équipes pour qu'à titre individuel dessus, parce que ce qui compte le plus, il y a certes dans toutes nos grandes entreprises, il y a des gens dédiés 50, 100 personnes, etc. Mais BNP Paribas de 200 000 personnes, et entre guillemets, c'est plus important que les 195 000, etc., qui ne sont pas en sustainability, prennent conscience du sujet et que dans leurs décisions quotidiennes, quand ils montent des projets, des choses comme ça, ou quand ils prennent des décisions de crédit, hein, concrètement pour les banquiers, le fassent, que finalement le département. Donc il y a une question de sensibilisation et de prise de conscience des gens. Le deuxième, et ce que vient de dire Zoé, c'est sur la partie mesure, tout simplement comprendre à notre échelle d'entreprise, il y a déjà ce qu'on fait nous sur nous. Donc c'est quoi notre source d'électricité, qu'est-ce qu'on consomme, ou est-ce que si on est industriel, c'est plutôt la partie supply chain, quand on est dans des services, c'est plutôt la partie nos clients utilisent nos services, qu'est-ce qui sont l'impact. Donc ça, c'est comprendre un peu les grandes masses. Et après, sur les actions, on ne peut pas généraliser suivant les domaines d'activité, évidemment, dessus. Aujourd'hui, c'est le plus gros problème, en fait. On a tous conscience, et la banque y compris, c'est assez simple pour des grands groupes parce qu'on s'organise, il y a des équipes dédiées. La question, c'est comment faire des choses pratiques. Et les choses pratiques, pour caricaturer au niveau d'entreprise, c'est votre source d'énergie. C'est le premier truc, est-ce que c'est vert, pas vert. Deuxième chose, c'est le transport. Si vous avez des voitures de fonction ou des choses de supply chain, c'est est-ce que c'est électrique, pas électrique, etc. Et après, ça devient un peu plus dissous suivant l'activité dans laquelle vous êtes, soit parce que c'est lié justement à ce qui vient avant vous en termes de fournisseurs, mais dans tous les cas dessus, soit ce qui vient après vous en termes de sensibilisation consommateur, pour caricaturer l'impression. Voilà. Écoutez, désolé, qu'est-ce que parce que je sais que moi, j'ai une contrainte de temps. On peut échanger de façon informelle. Je vous propose pour les dernières questions, peut-être, on reste. Enfin, moi, je suis là et Zoé aussi, donc avec plaisir pour échanger autour d'un verre. Donc, je voulais remercier avant tout le consulat, French Tech et puis aussi French Founder pour avoir organisé l'événement. Et puis, excuse-moi. Et Raphaël aussi. Mais oui, pour la suite. Tu veux prendre le micro pour Simplement un petit mot pour la suite. 2 choses. Donc c'est Raphaël, qui je ne sais pas où elle est, mais qui nous a préparé quelques petites délicatesses à manger, en plus de ce que nous allons avoir à boire et à déguster. Et donc tu expliqueras Raphaël, mais c'est plant-based et sustainable. Et puis et simplement juste un mot aussi sur, on va vous demander à tous votre contribution pour mettre les chaises sur le côté et puis continuer la soirée. Non, mais on va le faire. Si tu veux, on enlève le masque parce que c'est... Désolé.